Alors, l'Église catholique et la science, partie de bonne écoute. Alors, nous changeons de chapitre, les chrétiens scientifiques, et nous allons commencer par un disciple du Christ, saint Thomas, et oui, qui est mort en 67 après Jésus-Christ, qui est un apôtre, un bijoutier et un orfèvre ambulant. Alors, pourquoi choisir saint Thomas? Eh bien, tout simplement parce que saint Thomas est le premier chrétien pionnier de la méthode expérimentale. En effet, Thomas a voulu vérifier la marque des plaies et des clous sur le corps du Christ après son apparition auprès de ses disciples alors qu'il était absent. Les évangiles relatent l'épisode suivant. Or, Thomas, l'un des 12 appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque vint Jésus. Les autres disciples lui dirent donc, Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours après, les disciples étaient de nouveau à l'intérieur, et Thomas avec eux. Jésus vient, les portes étaient closes, et il se tint au milieu et dit, Paix à vous. Puis il dit à Thomas, Porte ton doigt ici, voici mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté, et ne deviens pas incrédule, mais croyant. Thomas lui répondit, Mon Seigneur et mon Dieu. Alors, Boès naît vers 480 et meurt en 524. C'est un homme politique latin, mathématicien, astronome, théologien et philosophe. Il est condamné à mort en 524 à Pavie par Théodoric le Grand. Il occupe une place fondamentale dans la transmission de la philosophie antique en Occident. Sa traduction en latin de l'œuvre de logique d'Aristote, ainsi que son commentaire par Porphyre de Tyr, exerceront une influence déterminante sur la philosophie médiévale. Il est également l'auteur d'un bac de calcul qu'on appelle les apicès, système de chiffres décimaux qui est à l'origine de l'introduction de la numération de position par Gerbert d'Aurillac. Boès compose également de nombreuses œuvres, alors des œuvres de logique, notamment le traité qui s'appelle De la division, une introduction au syllogisme par un traité des syllogismes catégoriques, un commentaire sur les topiques, donc les topiques c'est la rhétorique de l'art oratoire, donc les topiques de Cicéron, soulignant les différences entre les topiques de Cicéron et ceux d'Aristote, et un traité sur les différents topiques. Alors, Bède le Vénérable, naît en 672 et meurt en 735. C'est un moine bénédictin anglais. Il est docteur de l'Église, mathématicien et linguiste. Alors, c'est un petit orphelin de Wearmouth, dans le nord-est de l'Angleterre. Quant à 7 ans, on le confie à saint Benoît Biscope, abbé du monastère bénédictin local. Il compte parmi les plus grands érudits de son époque. En sciences, Bède se penche en particulier sur l'étude de la mesure du temps et fonde le compute, calcul de la date des fêtes mobiles comme Pâques dans la religion chrétienne. Bède y détaille 2 types de calendrier qu'il est le premier en Occident à présenter et introduit pour la première fois le système de datation prenant comme référence la naissance du Christ à partir des calculs du moine de Denis le Petit. Ses travaux vont de la musique et de la métrique à l'exégèse et aux commentaires des Écritures. Il connaît la vie, l'œuvre et la doctrine des pères de l'Église, ainsi que Pline l'Ancien, Vigile, Lucrèce, Ovide, Horace et d'autres auteurs classiques. Il a des connaissances en grec et en hébreu. Il emploie pour l'interprétation de la Bible la méthode des 4 sens de l'écriture de la tradition judaïque, transposée par Origène dans le christianisme. Sa bibliothèque à Wearmouth, Jarrow, compte peut-être entre 300 et 500 livres, ce qui en ferait une des plus grandes d'Angleterre de l'époque. Alors, Gerbert d'Aurillac, né en 945 et meurt en 1003, c'est un philosophe, un mathématicien et c'est aussi un pape sous le nom de Sylvestre II. Gerbert d'Aurillac est un humaniste complet. Bien avant la Renaissance, il met à l'honneur la culture antique essentiellement sous la forme latine. Il fait découvrir à ses élèves de nombreux textes latins de l'Antiquité, notamment de Boès, de Cicéron, de Virgile et aussi des traductions latines d'auteurs grecs comme Porphyre de Tyr et Aristote. Gerbert est l'auteur de traités sur les opérations arithmétiques portant sur la division. Gerbert y invente une méthode de division euclidienne, mais il travaille aussi sur la multiplication. Gerbert composa un traité de géométrie dans lequel il établit de manière moderne les axiomes, les théorèmes sur le point, la ligne droite, les angles et les triangles. Gerbert a conçu une horloge, alors peut-être une nocturlabe.
On n'a pas trop de précision sur cette horloge. Voici ce que disait son contemporain Dietmar dans une chronique. L'ancien archevêque qui savait parfaitement observer le cours des astres et dépassait tous ses contemporains par sa connaissance des disciplines les plus diverses, fabriqua une horloge qu'il régla sur le cours de l'étoile qu'on appelle l'étoile des navigateurs et qu'il put observer à l'étonnement de tous grâce à une longue vue. Gerbert calcule l'aire des figures régulières, cercles, hexagones, octogones, qu'ils soient inscrits et conscrits, ainsi que le volume de la sphère, du prisme, du cylindre, du cône et de la pyramide. Il utilise aussi un instrument de mesure de son invention et qui a conservé son nom, le bâton de Gerbert. Alors, pour trouver la hauteur d'un arbre, d'une tour, d'une colonne, il utilise l'ombre que ces objets projettent ou bien celle de leur image réfléchie dans l'eau ou dans un miroir. Gerbert s'intéressa à la musique. Il agit empiriquement en divisant les sons d'un monocorde, instrument composé d'une corde de métal ou de boyau, qui est tendu sur une règle entre deux chevalets fixes. Il mesure ainsi la variété et la proportion des sons produits en établissant des divisions que nous connaissons, ton, demi-ton, bémol et dièse, formant des modes musicaux. Alors Guillaume de Conches, né en 1080 et meurt en 1154, il est l'un des maîtres de l'école cathédrale de Chartres. Il étudie les traductions des textes scientifiques grecs et arabes. Dans son traité Philosophia Mundi en 2125, il explique que la nature est instrument de l'opération divine et il sépare ce que Dieu fait par sa seule volonté et ce qu'il fait par le moyen de la nature, ce qui l'amène à proclamer qu'il faut chercher la raison de toute chose. Au sujet des orbites de Mercure et Vénus, à l'encontre des théories admises communément, il admet l'hypothèse que ces deux orbes tournent autour du Soleil. Guillaume de Conches a commenté plusieurs auteurs fondamentaux, Priscien, Boès, Macrobe, le Timée de Platon. Il est aussi l'auteur d'une philosophie du monde, le Philosophia Mundi vers 1125, et du Dragmaticon, et a glosé le poète Juvénal. Il est très au courant des données scientifiques disponibles à son époque. Il a étudié des œuvres médicales d'origine grecque, par exemple comme Galien, et arabe dans les traductions procurées par Constantin l'Africain à la fin du XIe siècle. La pensée de Guillaume de Conches est le témoin d'une étape importante dans la conception médiévale de la nature, appuyée sur l'intérêt nouveau pour les sciences, qui est une des caractéristiques du XIIe siècle. Alors, Robert Grossetête, né en 1175 et meurt en 1253, c'est un franciscain, il est évêque de Lincoln et chancelier d'Oxford. Dans son ouvrage De Luce, Robert Grossetête présente la lumière, lux, comme à l'origine de toute chose, la lumière visible, l'humaine, la chaleur, la matière. Il développe la théorie selon laquelle tout le monde physique peut se décrire par de la géométrie. Il s'appuie sur les traités d'optique d'Ibn al-Haytham et étudie les rayons directs, des rayons réfléchis, des rayons déviés. Il s'intéresse à la formation de l'arc-en-ciel, des ridées et travaille sur les lentilles et les miroirs, propriétés des lentilles, pouvoir mettre le feu ou servant de loupe. Il étudie la réfraction de la lumière à travers un récipient sphérique rempli d'eau, de natura locorum. Il est à l'origine d'une règle imparfaite sur la notion de réfraction. L'angle de réfraction est égal à la moitié de l'angle d'incidence. Dans son ouvrage décoloré, il est l'un des premiers à faire une distinction entre le blanc, lux clara ou albedo, le noir, lux obscura ou nigrido, et les couleurs fondamentales, dont il estime le nombre à 7. À chaque couleur, il affecte une autre propriété, la luminosité, permettant ainsi de faire la différence entre un bleu lumineux et un bleu terne. Premier pas vers le système teinte-saturation-luminosité utilisé depuis le XXe siècle. Il est attentif à la question du calendrier. Il propose de rajouter un jour tous les 100 ans, de façon à se recaler sur une meilleure estimation de la durée de la circonvolution du Soleil. Il s'intéresse principalement à la géométrie et à l'astronomie. Alors, Roger Bacon, né en 1214, mort en 1294. Donc, Roger Bacon est un moine franciscain anglais surnommé Docteur Mirabilis, docteur admirable, en raison de sa science prodigieuse. C'est un philosophe, un savant anglais, considéré comme l'un des pères de la méthode scientifique. Pour lui, aucun discours ne peut donner la certitude, tout repose sur l'expérience, expérience scientifique ou religieuse. Il est considéré comme l'une des grandes figures scientifiques du Moyen-Âge. Nous lui devons d'ingénieuses observations sur l'optique et la réfraction de la lumière, une réflexion sur l'arc-en-ciel dont il mesure l'ouverture angulaire, 42 degrés, et recense les variantes, ainsi qu'une description de la chambre noire.
On trouve dans ses écrits des passages sur l'élaboration de la poudre à canon, celle des verres grossissants, du télescope, de la pompe à air et d'une substance combustible analogue au phosphore. Alors, un autre personnage intéressant, Nicolas d'Oresme, donc de 1325 à 1382, c'est un mathématicien, un physicien, un économiste, un théologien, un philosophe et un psychologue français. Il a été un des principaux fondateurs et vulgarisateurs des sciences modernes. Vivant à Paris, il a été grand maître du collège de Navarre, chapelain et conseiller du roi, puis évêque de Lisieux. Il s'illustre notamment en mathématiques, en particulier en géométrie analytique, et il émet l'hypothèse que la Terre puisse être en mouvement. Il écrit en français un ouvrage d'astronomie. Dans l'Algorithmus proportionum et le De proportionibus proportionum, Oresme a développé la première méthode de calcul des puissances avec des exposants irrationnels fractionnels, c'est-à-dire le calcul avec des proportions irrationnelles. Oresme découvre la courbure de la lumière par réfraction atmosphérique. Dans son traité De Visione Stellarum, il se demande si les étoiles sont réellement là où elles paraissent être. L'usage de l'optique lui a permis de répondre par la négative. Oresme s'est occupé de presque chaque catégorie de la musicologie, l'acoustique, l'esthétique musicale, la physiologie vocale et auditive, la psychologie auditive, la théorie musicale de la mesure. Oresme était un psychologue exceptionnel. Par une méthode fortement empirique, la complexité de la totalité des phénomènes de la psyché humaine. A écrit un traité spécial sur la perception et son dérangement et l'égarement, De Causis Mirabilium, où il a examiné chaque sens, vue, audition, toucher, odorat, goût et les fonctions cognitives. Alors, Léonard de Vinci, 1452-1519. Il fut protégé des papes, c'est aussi un ingénieur qui fit construire des canaux, des douves, etc. Il fut un inventeur de premier plan et un scientifique qui a laissé un travail important en anatomie et en mécanique, mais aussi sur notamment la balistique. Léonard de Vinci utilise l'anatomie humaine et l'optique dans son traité sur la peinture pour les besoins d'améliorer la description picturale des figures et des paysages, avec son fameux sfumato qu'il représente sur ses tableaux. Ses recherches sur l'œil l'amènent à reprendre la théorie de la pyramide visuelle de Léon Battista Alberti, dont l'œil serait le sommet et permettant d'établir les règles de la perspective, mais il la corrige par ce qu'il nomme la perspective sphérique ou naturelle, afin de prendre en compte la réalité tridimensionnelle. Concernant les rayons lumineux, il raisonne en termes d'ombre et de lumière. Sa théorie est que l'image des objets est émise par ces derniers et est projetée sur la rétine de celui qui le regarde. Alors Nicolas Copernic, né en 1473, mort en 1543, c'est un prêtre catholique, un médecin et un astronome. Voici ce qu'il disait: qui, vivant en contact intime avec l'ordre le plus parfait et avec la sagesse divine, ne se sentirait pas poussé aux aspirations les plus sublimes, qui n'adorerait pas l'architecte de toutes choses. Nicolas Copernic, né le 19 février 1473 à Torun, mort le 24 mai 1543 à Frombork, est un chanoine polonais, médecin et astronome. Il est l'auteur de la théorie selon laquelle le Soleil se trouve au centre de l'univers, héliocentrisme, et la Terre, que l'on croyait auparavant centrale, tourne autour de lui. Dès 1533, le cardinal Schönberg lui demande de publier sa théorie. Son livre De Revolutionibus Orbium, qui révolutionne la vision de l'univers, est achevé vers 1540 et publié en 1543. Copernic proposa une rupture radicale dans l'organisation du cosmos jusqu'à là établie. Les systèmes du monde admis à son époque avaient un point commun, leur géocentrisme, c'est-à-dire la Terre était immobile au centre de l'univers, tous les astres tournant autour. Au contraire, Copernic place le Soleil au centre de l'univers, la Terre devenant une planète tournant autour de ce point fixe, c'est l'héliocentrisme. Il est l'un des personnages influents de l'Église de son temps et est sollicité par les papes pour la réforme des calendriers. La réforme protestante, dans sa logique de scriptura sola, c'est-à-dire l'écriture seule référence, condamna son œuvre et ses recherches scientifiques, le qualifia de chimère, voire d'hérésie. Alors, Christophorus Clavius, qui est né en 1538 et mort en 1612, est un jésuite allemand, mathématicien et astronome. Clavius est surnommé l'Euclide du XVIe siècle. Il rédige en 1574 une traduction latine des éléments d'Euclide.
Euclide est un mathématicien grec qui vivait vers -300 avant Jésus-Christ. Et les éléments sont un traité de mathématiques et de géométrie. Ce traité est constitué de 13 livres organisés par des thèmes. La traduction de Clavius comporte beaucoup de compléments dus à ses propres travaux. Cet ouvrage est un classique pour les mathématiciens depuis la Renaissance jusqu'à Descartes et Leibniz. En 1579, le pape demande à Clavius, qui dirige le collège jésuite de Rome, de préparer les bases d'un nouveau calendrier pour corriger la dérive séculaire du calendrier julien. Le calendrier qu'il proposa fut promulgué par le pape Grégoire XIII, notamment par la bulle Inter Gravissimas, en 1582, et ce calendrier fut progressivement adopté dans le monde entier sous le nom de calendrier grégorien. En mathématiques, il a écrit un livre d'algèbre en 1608 et fut le premier à utiliser le point décimal. Son Algebra, qui a été écrit à Rome en 1608, marque la première apparition des symboles plus et moins en Italie. Alors, Galileo Galilei, né en 1564 et meurt en 1642, c'est un physicien, un astronome et un écrivain italien. Donc c'est un physicien et astronome italien qui vit à Rome, il propage la théorie héliocentrique et publie Dialogue sur les deux systèmes du monde en 1632. Il perfectionne et exploite la lunette astronomique à partir d'une lunette hollandaise pour procéder à des observations qui ont bouleversé les fondements de l'astronomie. Il se pose en défenseur de l'approche modélisatrice copernicienne de l'univers, proposant d'adopter l'héliocentrisme et les mouvements des satellites. Il se heurte aux critiques des philosophes partisans d'Aristote qui proposent un géocentrisme stable, c'est-à-dire que le Soleil tourne autour de la Terre, et attaché au modèle de Ptolémée, mais aussi d'une partie des théologiens de l'Église catholique romaine et des églises protestantes, notamment avec la logique de la Scriptura sola. Dans le contexte de la contre-réforme et de la lutte contre le protestantisme sur fond de guerre de 30 ans, il faut voir que l'Europe est à feu et à sang. Galilée ne dispose pas de preuves directes du mouvement terrestre et oublie la prudence qui lui est demandée par ses protecteurs catholiques comme le cardinal Bellarmin et le pape Urbain VIII. Le pape Urbain VIII et le cardinal Bellarmin demandent à Galilée de publier ses travaux sous forme d'hypothèses et de ne pas se mêler de théologie. Ce qu'il ne fait pas, il est condamné par l'Inquisition en 1633. Il produit des travaux inédits et remarquables sur les suites algébriques, sur certaines courbes géométriques et sur la prise en compte des infiniment petits. Par ses études et ses nombreuses expériences, ce chercheur pose les bases de la mécanique avec la cinématique et la dynamique. Il est considéré depuis 1680 comme le fondateur de la physique qui s'est imposée comme la première des sciences exactes modernes. Alors Jean-Félix Picard, dit l'abbé Picard, né en 1620, meurt en 1682, c'est un astronome et géodésien français. Il est considéré comme le fondateur de la géodésie moderne, c'est-à-dire la science qui étudie la forme de la Terre ainsi que ses dimensions et son champ de pesanteur. Cette science est très utile pour le tracé des cartes. Par triangulation avec des instruments munis de lunettes astronomiques à réticules, il est le premier à mesurer un arc de 1 degré de méridien terrestre. Il en déduit le rayon de la Terre avec une exactitude jusqu'à-là inégalée. Ses travaux portent aussi sur la recherche d'un étalon de longueur universelle, le mètre, afin de remplacer les multiples talons de mesure en usage à cette époque. Il fut l'un des 16 membres fondateurs de l'Académie des sciences en 1666. Il participe aussi avec Huygens et Cassini à l'Observatoire de Paris. Il contribue à la construction des grandes lunettes de l'Observatoire. Il met en place une nouvelle méthode pour déterminer les coordonnées équatoriales des astres par leur passage au méridien, publie des éphémérides. À ce titre, Picard est considéré comme étant à l'origine du développement de l'astronomie de précision. À la demande de Colbert, il supervise aussi le système d'alimentation des grandes eaux de Versailles par le nivellement. Il précise la théorie du nivellement et la méthode pour déterminer les différences de niveau entre deux points. Alors Blaise Pascal, né en 1623 et mort en 1662, est un mathématicien, physicien et philosophe français. Son œuvre en tant que mathématicien et physicien est immense, en arithmétique, en probabilité, en thermodynamique. En 1639, à l'âge de 16 ans seulement, il écrit l'essai pour les coniques. Son engagement catholique est entier, il fut proche pendant un certain temps des milieux jansénistes. Homme de prière, ses écrits sont un monument de la littérature spirituelle. C'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas.
Il développe la première calculatrice mécanique, la théorie moderne des probabilités, la théorème de Pascal. Savant français de génie, la liste des trouvailles de Blaise Pascal est très importante. Il mène des expériences sur la pression atmosphérique, écrit un traité sur le vide, invente la presse hydraulique et la seringue et perfectionne le baromètre de Torricelli. En mathématiques, sa théorie des probabilités et son traité du triangle arithmétique, en 1654, sont devenus célèbres. Son travail sera d'une grande valeur pour le futur des statistiques. Alors, André-Marie Ampère, né le 20 janvier 1775 et mort le 10 juin 1836. Voici ce que s'exclamait Ampère: que Dieu est grand et que notre savoir n'est rien. L'amitié qu'il y a Ampère à Frédéric Ozanam, donc un grand catholique qui défendait le catholicisme social, fait qu'Ampère eut des convictions spirituelles qui, après des périodes de scepticisme et d'indifférence, fut animé d'une foi religieuse intense jusqu'à sa mort. Ampère s'est intéressé à de nombreux domaines des sciences tels que l'électricité, le magnétisme, les affinités chimiques, l'histoire naturelle et la botanique. Il s'est aussi intéressé à la poésie et à la métaphysique. Ses principales découvertes concernent l'électromagnétisme et la chimie. Ampère a également abordé les mathématiques, notamment la théorie des probabilités et l'étude de l'intégration des équations aux dérivées partielles. En 1820, à partir de l'expérience de Hans Christian, il étudie la relation entre magnétisme et électricité. Il découvre que la direction dans laquelle se déplace l'aiguille d'une boussole dépend de la direction du courant électrique qui circule à proximité et en déduit la règle dite du bonhomme d'Ampère. La loi d'Ampère la plus connue est celle de l'électrodynamique. Elle décrit les forces que deux conducteurs parallèles parcourus par des courants électriques exercent l'un sur l'autre. Si le sens du courant est le même dans les deux conducteurs, ceux-ci s'attirent. Si le courant se déplace dans les sens opposés, les conducteurs se repoussent. Il décrit également la relation qui existe entre la force du courant et celle du champ magnétique correspondant. Ces travaux fondent l'électrodynamique et influencent considérablement la physique du XIXe siècle. Ampère interprète le phénomène du magnétisme par la théorie du courant moléculaire, selon laquelle d'innombrables particules minuscules chargées électriquement seraient en mouvement dans le conducteur. Cette théorie est rejetée par les scientifiques de son époque et ne parvient à s'imposer que 60 ans plus tard avec la découverte des électrons. Louis Pasteur, né en 1822 et mort en 1895, est un biologiste et chimiste français. Louis Pasteur et la théorie des germes. La théorie des germes de Pasteur repose sur l'idée révolutionnaire selon laquelle les maladies sont directement liées à l'invasion de micro-organismes agressifs spécifiques, contrairement aux croyances antérieures qui attribuaient les maladies à des éléments inanimés, tels la saleté ou la poussière. C'est Pasteur qui apporta la preuve tangible de cette théorie novatrice. L'environnement joue un rôle déterminant dans la contagion et la propagation des maladies, et leur contrôle peut être obtenu par la stérilisation. La pasteurisation. Pasteur se penche également sur le processus de fermentation dans le domaine des alcools afin d'éviter leur détérioration. Au fil de ses découvertes, il préconise la production de la bière dans un environnement contrôlé, en limitant le contact avec l'air pendant la fermentation des levures nécessaires à sa création. La pasteurisation prolonge donc la durée de conservation des aliments et des boissons, réduisant ainsi le risque pour les individus de contracter des maladies. Pasteur dépose le brevet de la pasteurisation en 1865. La vaccination et l'immunité sont étroitement liées à des découvertes de Pasteur sur la vaccination par l'inoculation de bactéries atténuées et ont ouvert la voie à une nouvelle discipline médicale, l'immunologie. Le concept fondamental de la vaccination repose sur l'administration d'une forme affaiblie de bactéries spécifiques isolées d'une maladie, dans le but de stimuler la réponse immunitaire de l'organisme. Albert-Auguste de Lapparent, né en 1839, mort en 1908, c'est un géologue, créateur de la chaire de minéralogie et géologie de l'Institut catholique de Paris. En 1865, il commence ses recherches personnelles qui portent sur la levée des feuilles géologiques du Nord-Pas-de-Calais-Picardie et de Normandie, Beauvais, Rouen, Neuchâtel, Laon. Il est choisi par Beaumont et Champ-Courtois pour réaliser la carte géologique de la France avec Feuch et Potier. Lors de la guerre de 1870, il est lieutenant de la garde nationale et travaille à la mise au point de cartes d'état-major. À partir de 1874, il travaille sur un projet de tunnel sous la Manche. Ses travaux sont très remarqués et il est fait chevalier de la Légion d'honneur. Entre 1879 et 1892, il publie de nombreux ouvrages
dont notamment Mémoire sur le pays de Bray. Il inaugure l'enseignement de la géographie physique en 1892 et une chaire magistrale de la même discipline est créée à la Sorbonne 5 ans plus tard, année où il est élu à l'Académie des sciences. Alors Henri Breuil, aussi connu comme l'abbé Breuil, né en 1877 et mort en 1961, est un prêtre catholique et préhistorien français. Surnommé le pape de la préhistoire, il s'est illustré par son travail de pionnier pour l'établissement d'une chronologie de la préhistoire avec la classification des industries paléolithiques et l'étude de l'art pariétal préhistorique. En 1901, avec Louis Capitan et Denis Perroni, il participe à la découverte de deux grottes ornées majeures de Dordogne, les Combarelles et Fond de Caume. En 1902, Émile Cartellac le convie à étudier les peintures de Marsoulas et d'Altamira. Il participe à l'étude de nombreux sites ornés en France, les grottes de Tuc d'Audoubert, des Trois Frères et de Saint-Cirque, en Espagne, Castillo, Toros de las Figuras, mais aussi en Afrique du Sud. Il sera notamment le premier préhistorien à visiter et décrire sommairement la grotte de Lascaux avant de gagner l'Afrique. Il est reconnu comme le spécialiste international de l'art pariétal préhistorique. En 1929, il reçoit une chaire au Collège de France et en 1935, il obtient la première chaire du genre à l'Université de Bordeaux. Son ouvrage majeur 400 siècles d'art pariétal, paru en 1952, dresse pour la première fois un panorama de l'art pariétal paléolithique et franco-catabrique connu à l'époque et lui confère une autorité mondiale. Ce livre est l'aboutissement de plus de 700 jours d'études sous terre. Henri Breuil s'attache avant tout à relever et à décrire minutieusement les œuvres paléolithiques et à en préciser la chronologie qu'il imagine se dérouler en 2 cycles successifs. Alors, Guglielmo Marconi, né en 1873 et mort en 1937, c'est un physicien italien. Voici ce qu'il pouvait dire: je le déclare avec fierté, je suis croyant, je crois à la force de la prière, non seulement en tant que chrétien, mais aussi comme scientifique. En 1895, il fait des expériences sur les ondes découvertes par Heinrich Rudolf Hertz 7 ans auparavant, dont il reproduit le matériel en l'améliorant pour augmenter la sensibilité. Dans l'été 1895, après ses toutes premières expériences en Italie, il réalise dans les Alpes suisses à Salvan une liaison télégraphique de 2,4 km. Le 12 septembre 1901, Guglielmo Marconi réalise la première transmission radio transatlantique entre Signal Hill à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, Canada, et Poldhu dans le sud du comté des Cornouailles en Angleterre. Ceci lui vaut le prix Nobel en 1909, partagé avec Carl Ferdinand Braun. Outre son caractère spectaculaire, cette expérience d'émission radio a permis de mettre en évidence les phénomènes de propagation à longue distance en basse et moyenne fréquence par réflexion sur l'ionosphère. Marconi réalisa en 1931 la première transmission radiophonique de la voix d'un pape, Pie XI, et s'exprima ainsi au microphone: avec l'aide de Dieu qui met à disposition de l'humanité tant de forces mystérieuses, j'ai réussi à préparer cet instrument qui donnera aux fidèles du monde entier la consolation d'entendre la voix du Saint-Père. Alors, Pierre Taillère de Chardin, né en 1881 et mort en 1955, est un prêtre jésuite français, c'est un chercheur, un paléontologue, théologien et philosophe. Scientifique réputé, théoricien de l'évolution, Pierre Taillère de Chardin est à la fois un géologue, spécialiste de la Chine, du Carbonifère, du Pliocène et un paléontologue des vertébrés du Cénozoïque. Dans le phénomène humain, il trace une histoire de l'univers depuis la prévie jusqu'à la Terre finale en intégrant les connaissances de son époque, notamment en mécanique quantique et en thermodynamique. Il ajoute aux 2 axes vers l'infini petit et l'infiniment grand la flèche d'un temps interne, celui de la complexité en organisation croissante, et constate l'émergence de la spiritualité humaine à son plus haut degré d'organisation, celle du système nerveux humain. Pour Teilhard, matière et esprit sont 2 faces d'une même réalité. En tant que croyant chrétien et prêtre de la Compagnie de Jésus, il donne un sens à sa foi chrétienne où l'adhésion personnelle à la véracité du Christ se situe à la dimension de la cosmogenèse et non plus à l'échelle d'un cosmos statique comme l'entendait la tradition chrétienne se référant à la Genèse de la Bible. Il intègre la sélection naturelle et le hasard des mutations génétiques dans sa synthèse naturaliste, ce qui ne se compare donc pas au dessein intelligent. Son interprétation spirituelle est d'une démarche personnelle, toujours discutée chez les théologiens catholiques.
Alors, Louis-Victor de Broglie, né en 1892, mort en 1987, est un mathématicien et physicien français. Dès 1923, dans 3 notes à l'Académie des sciences, il pose l'hypothèse d'une onde associée aux particules de matière, donnant les bases de la mécanique ondulatoire à l'origine de la physique quantique. Il reçoit en 1929, à 36 ans, le prix Nobel de physique pour sa découverte de la nature ondulatoire de l'électron. Auparavant, sa thèse avait été confirmée par 2 expérimentateurs américains, Davidson et Germer, qui avaient mis en évidence des interférences et diffractions d'électrons par un cristal. En 1933, il obtient la chaire de physique théorique de l'Institut Henri Poincaré, succédant à Léon Brillouin. En 1934, il édifie une théorie de la lumière dite théorie de la fusion ou théorie des particules à spin, qui suppose le photon constitué d'une particule et de son antiparticule. Il est élu le 29 mai 1933 membre de l'Académie des sciences, dont il deviendra secrétaire perpétuel en 1942 jusqu'à sa démission. Alors, De Broglie est le premier scientifique de haut niveau à avoir demandé la création d'un laboratoire multinational, proposition qui a conduit à la création de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, le CERN. Alors, Georges Lemaître, né en 1894, mort en 1966, c'est un chanoine, donc un prêtre, puis évêque belge, astrophysicien et mathématicien. Georges Lemaître illustre parfaitement la cohabitation réussie de la foi, la religion et la science. Ce scientifique affirme en 1950 que notre univers est en expansion. Il est le premier à formuler la loi de proportionnalité entre la distance et la vitesse de récession des galaxies. Sa théorie la plus connue, il pense que l'univers s'est construit à partir d'un atome primitif, le Big Bang. La particularité de cet astrophysicien, c'est un chanoine, un membre du clergé. Il sera nommé prélat et président de l'Académie pontificale des sciences. Il fait la part des choses entre ses recherches et sa foi et ne le cache pas. Ainsi, quand le pape Pie XII déclare en 1951 que les avancées scientifiques permettent de démontrer l'existence de Dieu, le maître n'hésite pas à faire part de son désaccord. Alors, Jérôme Lejeune, né en 1926, mort en 1994, c'est un généticien français. Il identifie le caractère génétique de la trisomie 21. Voici ce qu'il disait: s'il y a un seul témoignage que je peux vous laisser, c'est que nous sommes dans la main de Dieu. Je ne peux pas vous donner de détails, mais je l'ai vérifié en plusieurs circonstances. En 1974, il devient membre de l'Académie pontificale des sciences et en 1994, il est nommé premier président de l'Académie pontificale pour la vie. Concernant la vie, voici ce qu'il disait: la vie commence au moment où toute l'information nécessaire et suffisante se trouve réunie pour définir l'être nouveau. Elle commence donc exactement au moment où toute l'information apportée par le spermatozoïde est réunie à celle portée par l'ovule. Dès la pénétration du spermatozoïde se trouve réalisée une entité nouvelle, non pas un homme théorique, mais déjà celui qu'on appellera plus tard Pierre, Paul ou Madeleine. Alors, Louis Le Prince Ringuet, né en 1901, mort en 2000, c'est un physicien, un ingénieur en télécommunications, un historien des sciences et essayiste français. À partir de 1929, Louis Le Prince Ringuet travaille avec Maurice de Broglie au laboratoire de physique des rayons X. C'est grâce à ce dernier qu'il commence à travailler sur ce qui deviendra sa spécialité, la physique nucléaire. Il crée son propre laboratoire de physique nucléaire. Il est de 1951 à 1971 commissaire à l'énergie atomique. En 1953, il a inventé le terme hyperon pour désigner les particules plus lourdes qu'un nucléon. Il obtient de nombreux titres de reconnaissance par ses pairs, tels que plusieurs prix de l'Académie des sciences et de la Société française de physique. Il se définit lui-même comme physicien expérimentateur et accorde une grande importance à l'expérimentation. Catholique pratiquant, il réfléchit beaucoup aux relations entre la science et la religion. Dès 1949, il est président de l'Union catholique des scientifiques français. En 1961, il devient membre de l'Académie pontificale des sciences. Alors, en conclusion, le christianisme a apporté une vision nouvelle sur le cosmos, le monde, la société. C'est quelques exemples, parce que ce ne sont que quelques exemples, de scientifiques catholiques démontrent que, contrairement aux idées préconçues et faussement martelées, l'Église catholique ne s'est jamais désintéressée de la recherche scientifique. Ces chercheurs chrétiens ne travaillaient pas isolément et étaient en lien avec l'Église, leur ordre religieux, mais aussi avec les intellectuels et scientifiques de leur époque, faisant ainsi le lien avec la société civile.
de l'usage de la raison aux diffusions des découvertes, l'Église catholique fut dans bien des cas novatrice, même s'il y a pu avoir des erreurs de jugement et d'appréciation. La recherche ne fut jamais arrêtée. Alors, le prochain diaporama aura pour thème Femmes et catholiques.